Lors du dîner d'anniversaire à 5000 € de mes parents, mon frère a porté un toast, faut croire que même les chiens errants peuvent payer parfois. Je me suis simplement levé, j'ai pris mon manteau et j'ai dit « Bon appétit ». 30 minutes plus tard, le gérant leur a présenté l'addition. Je suis arrivé au dîner des 40 ans de mariage de mes parents, un repas à 5000 €, après avoir payé chaque couvert. Mon frère, l'enfant chéri, a levé son verre pour porter un toast et m'a humilié devant tout le monde. Alors, je suis parti. Ils n'ont jamais vu le piège que j'avais tendu avec le directeur. C'est là que mon ancienne vie a pris fin et que la nouvelle a commencé. Le verre en cristal dans ma main semblait incroyablement lourd. Un petit poids froid dans ma paume soudainement moite. J'étais assise au bout d'une longue table en acajou dans le salon privé de l'Écrin d'Or. Un restaurant si exclusif qu'il n'avait même pas d'enseigne. La douce lumière d'un lustre moderne scintillait sur l'argenterie, et le faible bourdonnement des conversations polies emplissait l'air. C'était le moment. Le moment pour lequel j'avais tant travaillé. Un toast, annonça mon père, Cédric, sa voix retentissant d'une fausse cordialité qui avait le don de m'exaspérer. Il rayonnait en regardant ma mère, Pascal, qui resplendissait dans une nouvelle robe, une robe que j'avais payée. À 40 ans avec cette femme magnifique. 40 ans de joie, de famille, et il fit un geste vers les 20 invités rassemblés, un mélange de vieux amis de la famille et de parents éloignés. Et à nos merveilleux enfants, Maxime et Chloé, pour avoir rendu tout cela possible. Mon estomac eut un petit battement d'espoir. Il avait dit mon nom. Il m'avait incluse. J'avais tout organisé. La réservation, le menu personnalisé, les accords mets vins, l'imposant centre de table floral. L'addition, que j'avais prénégociée avec le directeur, s'élevait à la somme stupéfiante de 5000 €. C'était extravagant, mais c'était pour leur 40e anniversaire. Plus que ça, c'était un geste, une tentative désespérée et démesurée pour qu'ils me voient enfin. Mon frère Maxime se leva, levant son propre verre. Il avait ce sourire facile et insouciant qui avait toujours charmé tout le monde, surtout nos parents. À 36 ans, 2 ans de moins que moi, il se comportait encore comme le capitaine de l'équipe de rugby du lycée qui s'attendait à ce que le monde s'écarte pour lui. À maman et papa, commença Maxime, et la salle se tut. Et à ma grande sœur Chloé. Mon souffle se coupa. Je le regardais, surprise et méfiante. Il me reconnaissait si rarement lors de ces événements, sauf pour me demander un prêt. Elle a pris l'avion pour venir jusqu'ici, a pris du temps sur son travail très important, continua-t-il, son sourire se crispant légèrement. Je sentis le picotement familier d'un avertissement. Et elle a été assez généreuse pour régler l'addition. J'imagine que, il marqua une pause, balayant du regard la salle opulente, les assiettes d'amuse-bouches intactes, les serveurs attendant dans leurs uniformes impeccables. J'imagine que même les égarés peuvent parfois payer. Les mots tombèrent comme des pierres dans la pièce silencieuse. Quelques personnes eurent des rires incertains et étouffés. Mon père, Cédric, s'éclaircit la gorge et baissa les yeux vers son assiette. Ma mère, Pascal, offrit un sourire crispé et tendu, ses yeux se posant sur moi une brève seconde d'avertissement, comme si j'avais provoqué le dérangement. Une égarée. Le mot résonna dans ma tête, allumant un feu chimique et glacial dans mes veines. C'était le surnom qu'il me donnait depuis que j'étais parti à l'université avec une bourse qu'il n'avait pas soutenue. J'étais celle qui s'était enfuie à la grande ville, l'égarée qui avait abandonné la famille, tandis que lui, Maxime, était resté proche, passant d'un emploi à l'autre et vivant de leur soutien infini. Je regardais leur visage, mon frère, narquois, triomphant dans sa cruauté désinvolte, ma mère, embarrassée, mais pas pour moi, seulement par moi, mon père, totalement silencieux, refusant de croiser mon regard. À cet instant, chaque once d'espoir, chaque désir désespéré de leur approbation s'est simplement évaporé. Ce n'était pas juste une déception. C'était un vide profond et soudain. J'avais passé 38 ans à essayer de remplir une coupe qui, je le réalisais maintenant, était percée de trous. Je reposais ma flûte de champagne, intacte, sur le lin blanc. La sensation lourde et froide avait disparu, remplacée par une clarté absolue et terrifiante. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Je me levai. Ma chaise fit un léger grincement sur le sol poli. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Le sourire narquois de Maxime vacilla, remplacé par de la confusion. « Chloé, assieds-toi » siffla ma mère, son sourire figé. Maxime plaisantait. « Non » dis-je, ma voix étonnamment stable.
Elle semblait venir de quelqu'un d'autre. Il ne plaisantait pas, je ramassais mon sac à main par terre. Je me tournais vers mon père. Joyeux anniversaire, papa. Je regardais ma mère. Maman. Puis je leur tournais le dos à tous. Je me dirigeais vers l'alcôve drapée de velours où le préposé avait pris mon manteau. Je récupérais le simple manteau de laine noire, celui que j'avais acheté dans un grand magasin, pas une boutique de luxe, et je l'enfilais. Je ne regardais pas en arrière. Je passais devant les serveurs surpris, traversais la salle à manger principale et sortis par les lourdes portes en chêne dans l'air froid de la nuit. Le voiturier se précipita, mais je lui fis signe de la main et continuai à marcher. Alors que je tournais au coin de la rue principale, mon téléphone se mit à vibrer dans la poche de mon manteau. Un SMS de Maxime, c'est quoi ton problème? Reviens ici. Tu fais honte à maman. Je l'ignorais. Une autre vibration. Ma mère, Chloé, ce n'est pas le moment. Reviens et excuse-toi auprès de ton frère. J'élai un taxi. En montant, je ressentis une étrange légèreté creuse. Le chauffeur me demanda où j'allais. Je lui donnai le nom de mon hôtel. Le taxi s'inséra dans la circulation et je regardai l'entrée élégante et discrète de l'écrin d'or disparaître derrière moi. 30 minutes, me dis-je, je leur laisserai 30 minutes. C'était le délai de grâce que j'avais arrangé avec le directeur. 30 minutes à partir du moment où je partais pour que l'addition soit présentée à leur table. Le téléphone dans ma main vibra de nouveau. Cette fois, un appel de mon père. Je laissai tomber sur la messagerie vocale. La trahison n'était pas seulement l'insulte. C'était le silence qui avait suivi. La conversation téléphonique avec le directeur du restaurant, un homme méticuleusement professionnel nommé Monsieur Lefebvre, avait eu lieu 3 jours plus tôt. Je l'avais passé depuis ma chambre d'hôtel, pas mon bureau, par précaution. Mademoiselle Dubois, avait-il dit, sa voix polie mais ferme. Pour confirmer, vous réservez le salon rouge privé pour 20 personnes. Vous avez approuvé le menu exceptionnel avec les accords du sommelier. Le total, pourboire et frais de service inclus, sera de 5 000 €. C'est exact, dis-je, regardant l'horizon de la ville par ma fenêtre. Mais j'ai une condition spécifique concernant le paiement. Il y eut une légère pause. Une condition, madame? Oui, je suis gestionnaire de portefeuille, monsieur Lefebvre. Je travaille avec le risque et la vérification. Je vais, bien sûr, enregistrer ma carte d'entreprise dès maintenant pour garantir la réservation. Je lui donnai le numéro, le code de sécurité et l'adresse de facturation. J'entendis le faible tapotement d'un clavier. Très bien, mademoiselle Dubois. La carte est approuvée. La préautorisation a été effectuée. Voici la condition, dis-je en me penchant en avant. Le débit final ne doit pas être traité avant que je vous donne un code de confirmation verbale à la fin de la soirée. Une autre pause, plus longue cette fois. Un code de confirmation? Oui, appelons-le réhabilitation. Un simple mot. Je viendrai vous trouver à la fin de la fête. Je dirai le mot réhabilitation et vous procéderez au débit. Si je ne vous donne pas ce code avant de quitter les lieux, vous devrez considérer que l'accord de paiement est caduc et présenter l'addition aux hôtes de la soirée. Madame, l'hôte de la soirée, c'est vous. La réservation est au nom de mon père, Cédric Dubois. Je ne fais que gérer les finances. Si je n'autorise pas le débit, la responsabilité financière revient au nom figurant sur la réservation. Est-ce clair? Monsieur Lefebvre resta silencieux un instant. Je pouvais l'imaginer, cheveux argentés et impeccablement vêtus, pesant l'excentricité de la demande face aux 5 000 € bloqués sur ma carte. Je comptais sur son professionnalisme. Et si vous oubliez? Demanda-t-il délicatement. Je n'oublierai pas, dis-je. Mais disons, pour les besoins de la discussion, que j'ai une urgence médicale ou que je doive partir de manière inattendue. Dans ce cas, mon manquement à fournir le code constitue une révocation de mon offre de paiement. L'addition doit être présentée à monsieur Cédric Dubois à la table 12 du Salon Rouge. Vous ne débiterez en aucun cas ma carte. C'est très inhabituel, dit-il. C'est une condition non négociable, répliquai-je, ma voix plate et finale. Si vous ne pouvez pas l'accepter, je serai obligé de déplacer cet événement à la Belle Époque, qui, j'en suis sûr, serait ravi d'accepter mes conditions. La menace était vaine. La Belle Époque était réservée des mois à l'avance, mais elle eut l'effet désiré. Non, non,
ce ne sera pas nécessaire, dit-il rapidement. Vos conditions sont claires. Mes excuses. Je suis dans ce métier depuis 20 ans et je n'ai jamais eu une telle demande. Alors je suis heureuse de vous offrir une nouvelle expérience, dis-je. Pour confirmer. Vous ne débiterez pas ma carte à moins que je ne vienne vous trouver personnellement et que je dise le mot réhabilitation. Sinon, l'addition va à Cédric Dubois. Oui, madame. Compris. Maintenant, assise à l'arrière du taxi, cette conversation se rejouait dans mon esprit. C'était une impulsion de dernière minute, un sentiment lancinant d'autopréservation. Je l'avais justifié comme une simple précaution. Après tout, la dernière fois que j'avais payé pour des vacances en famille, un voyage à l'île Maurice qu'ils avaient presque exigé, Maxime avait accidentellement facturé 2000 € de leçons de plongée et de soins au spa sur ma chambre, et mes parents avaient refusé de le faire me rembourser. Ne fais pas de vagues, Chloé, avait dit ma mère. Tu peux te le permettre. C'était la phrase qui me suivait toujours. Tu peux te le permettre. Parce que j'avais réussi, parce que je m'étais construit une vie en tant que gestionnaire de portefeuille dans une entreprise compétitive, ma richesse était considérée comme un service public pour le reste de la famille. Mes réussites n'étaient pas une source de fierté pour eux. Elles étaient une ressource à exploiter. Mon téléphone vibra de nouveau, vibrant avec colère sur le siège à côté de moi. C'était un SMS de Maxime. Papa est furieux. Tu as gâché leur soirée. Tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais connue. Égoïste. Le mot était si familier qu'il avait presque perdu son piquant. J'étais égoïste de ne pas co-signer le bail de son appartement de luxe. J'étais égoïste de ne pas lui prêter 10 000 € pour sa dernière idée de génie. J'étais égoïste de donner la priorité à ma carrière plutôt qu'à être à leur disposition. Le taxi s'arrêta devant mon hôtel. Je payai le chauffeur, entrai dans le hall lumineux et stérile, et pris l'ascenseur jusqu'à ma chambre. Le silence de la pièce était un soulagement. J'ôtai mon manteau, le suspendis dans le placard et m'assis sur le bord du grand lit. Mon téléphone, serré dans ma main, s'illumina de nouveau. Cette fois, c'était un appel. Pascal Dubois, ma mère. Je fixai le nom. Je pensais aux décennies de petites piques, au fait qu'on m'ait dit que ma bourse était un peu tapa accent grave-l'œil, à ma mère prenant le parti de Maxime quand il avait accidenté ma première voiture et menti à ce sujet, à mon père regardant, silencieux et approbateur, tandis que Maxime était loué pour des choses que j'avais accomplies. J'imagine que même les égarés peuvent parfois payer. J'appuyai sur le bouton rouge de refus. Pile à l'heure, un nouveau SMS apparut. Celui-ci ne venait pas de ma famille. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais exactement qui c'était. Mademoiselle Dubois, il est 21h32. Vous avez quitté le restaurant. Conformément à notre accord, je viens de présenter l'addition à la table de Monsieur Dubois. Ils semblent mécontents. Ils insistent pour que je débite la carte enregistrée. Je les ai informés que je ne pouvais pas le faire sans votre autorisation. Mes excuses pour le dérangement. Je souris. Un vrai sourire authentique qui commença lentement et s'étendit sur mon visage. Mes compliments au chef, Monsieur Lefebvre, murmurai-je à la pièce vide. Mon téléphone se remit à sonner. Une sonnerie frénétique et stridente. Cette fois, c'était mon père. Je refusai l'appel. Un nouveau SMS de Maxime. Tout en majuscule. Appelle papa maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Le directeur est là. C'est une note de 5000 €. Je retournai mon téléphone, écran vers le bas, sur la table de chevet. La vibration continua, un insecte furieux piégé contre le bois. Je me levai, allai dans la salle de bain en marbre et fis couler l'eau chaude pour un bain. Le bruit de l'eau qui coulait couvrait presque le son. Presque. Pour comprendre ma famille, il faut comprendre la dynamique entre Maxime et moi. Ce n'était pas juste de la rivalité fraternelle. C'était une distribution de rôles préordonnés dont nous n'avions jamais le droit de dévier. Maxime était le Golden Boy. J'étais le problème. Maxime était celui qui ne pouvait rien faire de mal. Quand il ratait ses examens au lycée, c'était parce que les professeurs ne comprenaient pas son potentiel. Quand il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse à l'université, c'était une erreur de jeunesse que l'avocat de mon père a discrètement réglée. Il a dérivé pendant sa vingtaine, vivant à la maison, enchaînant des emplois de consultant qui ne semblaient jamais durer plus de quelques mois. Son poste actuel d'agent immobilier consistait,
d'après ce que j'avais compris, plus à publier des photos de lui devant des maisons qu'il ne pouvait pas vendre qu'à gagner sa vie. Mais oh, comme mes parents l'adoraient. Ma mère, Pascal, parlait de lui avec une révérence fière et feutrée. Maxime est si doué avec les gens, disait-elle, ignorant commodément qu'il était nul avec l'argent, les responsabilités et la fidélité. Mon père, Cédric, le voyait comme une extension de lui-même, le fils qui était resté, celui qui n'était pas trop bien pour sa ville natale. Moi, par contre, j'étais l'égaré. J'étais la silencieuse, l'intense qui se plongeait dans les livres. Quand j'ai été admise dans un programme pour surdoués, ma mère s'est inquiétée que cela me rende socialement maladroite. Quand j'ai remporté une bourse d'études complète pour une université prestigieuse, mon père avait froncé les sourcils. « Pourquoi as-tu besoin d'aller si loin ?» avait-il demandé. « Il y a une très bonne université publique juste ici. » Mon égoïsme, comme il l'appelait, c'était mon ambition. Je suis parti. Je suis allé à cette université. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai fait un stage ingrat. Et j'ai gravi les échelons à la force du poignet. Je suis devenu gestionnaire de portefeuille dans l'une des plus grandes sociétés d'investissement de la ville. Je me suis construit une vie, une carrière et un patrimoine qui éclipsaient les leurs. J'avais fait tout ce qu'ils disaient qu'une personne devait faire pour réussir. Mais aux yeux de ma famille, ce n'était pas un succès. C'était un abandon. Mon succès était un rejet d'eux, de leurs valeurs, de leur vie de banlieue tranquille. Et pire, c'était un projecteur aveuglant sur les échecs de Maxime. Plus je réussissais, plus ils le chouchoutaient, et plus ils me détestaient. Mon argent était la seule partie de ma vie qu'ils semblaient respecter, et même alors, seulement quand cela leur profitait. J'avais payé pour réparer le toit de leur maison. J'avais couvert la compte de la nouvelle voiture raisonnable de Maxime, une BMW. J'étais le fonds d'urgence, le distributeur automatique sur pattes, celle qu'ils appelaient quand les factures s'accumulaient. Mais je n'étais jamais de la famille. Pas vraiment. J'étais l'égaré, autorisé à entrer pour un repas tant que je le payais. Je sortis du bain, l'eau maintenant tiède. La vibration de la table de chevet avait enfin, miséricordieusement, cessé. Je m'enveloppais dans un épais peignoir d'hôtel et retournai dans la chambre. L'écran de mon téléphone affichait 14 appels manqués et 22 nouveaux messages. J'ouvris le fil de discussion de Maxime. Maxime, qu'est-ce que tu as fait? Maxime, il menace d'appeler la police. Maxime, papa n'a pas son chéquier. Pascal pleure. Maxime, tout ça c'est de ta faute. Tu les as humiliés. Maxime, décroche ton téléphone, lâche. Maxime, je vais devoir mettre ça sur ma carte de crédit. J'espère que tu es contente. Le dernier message me fit réfléchir. Maxime mettant 5000 € sur sa carte de crédit. Ça, il fallait que je le voie. Je savais pertinemment que sa solvabilité était abyssale. Il avait emprunté mon numéro de sécurité sociale des années auparavant pour demander une carte. Un cas d'usurpation d'identité. Je ne l'avais découvert que lorsqu'une agence de recouvrement m'avait appelé. J'avais réglé l'affaire, payé la facture pour protéger mon propre crédit, et l'avais confronté. Il s'en était tiré avec une pirouette. C'était juste une erreur, Chloé. Détends-toi. Cette fois, j'étais détendu. J'étais parfaitement calme. Je pris le téléphone et ouvris mes contacts. Je n'appelais pas ma famille. J'appelais Sophie, ma collègue et, plus important encore, mon avocate. Il était tard, mais c'était un oiseau de nuit. Chloé, répondit-elle, sa voix vive et alerte. Tout va bien? Il est plus de minuit chez toi. Tout va à merveille, Sophie, dis-je, en allant au minibar et en sortant une petite bouteille d'eau. Mais je pense que je vais avoir besoin que tu me rédiges une lettre demain matin. Une lettre pour qui? Qu'est-il arrivé? À ma famille, dis-je. Une mise en demeure. Et aussi, j'ai besoin que tu fasses une vérification complète de la solvabilité de mon frère, Maxime Dubois. J'ai le sentiment qu'il est sur le point de refaire une très grosse bêtise, et je veux être préparé. Chloé, qu'as-tu fait? Demanda Sophie, mais il y avait une note d'amusement dans sa voix. Elle connaissait ma famille. Je viens de quitter le dîner, dis-je en buvant une gorgée d'eau. Je leur ai juste laissé l'addition. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis Sophie laissa échapper un léger sifflement. Le dîner d'anniversaire.
Celui qui te stressait tant. Celui à 5000 euros. C'est bien celui-là. Et tu es juste parti. Je suis juste parti, confirmai-je. Alors, pour ce rapport de solvabilité? Je m'en occupe, dit Sophie. Considère que c'est fait. Et Chloé, bienvenue dans le reste de ta vie. Je raccrochai, sentant un poids que je n'avais même pas réalisé que je portais se soulever de mes épaules. Le téléphone vibra une dernière fois. Un SMS de mon père, Cédric. Je n'ai jamais eu aussi honte de toi de toute ma vie. Tu n'es plus ma fille. Je lus les mots, tu n'es plus ma fille. Pendant 38 ans, cette phrase m'aurait détruite. Elle m'aurait fait ramper, m'excuser, supplier pour le pardon, signer un chèque pour arranger les choses. Mais ce soir-là, je l'ai juste lu et je n'ai rien ressenti. Rien d'autre que le vide calme et propre d'une porte de cage qui s'ouvre. D'accord, murmurai-je. Je reposai le téléphone sur la table de chevet, écran vers le bas. Je me mis au lit, tirai les couvertures jusqu'à mon menton et, pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, je m'endormis instantanément. Le lendemain matin, je me réveillai dans le silence. J'avais dormi 8 heures d'un sommeil profond et sans rêve. Le soleil filtrait à travers les rideaux, et mon téléphone était éteint. Quelque part pendant la nuit, il s'était déchargé. Je ressentis une petite pointe d'anxiété, l'envie réflexe de vérifier, de voir les dégâts, de gérer les retombées. Je l'ignorais. À la place, je commandai le service en chambre. Café, œufs bénédicts et une assiette de fruits frais. Je pris une longue douche, laissant l'eau chaude laver les derniers vestiges de l'écrin d'or. Une fois habillé, je branchai mon téléphone et sirotai mon café pendant qu'il démarrait. Le déluge était prévisible. Un mur de vitriol, d'appels manqués, de messages vocaux furieux et de SMS allant des menaces aux supplications. MAXIME, j'ai dû payer. Ma carte a failli être refusée. Tu me dois 5000 euros. Je ne plaisante pas. J'appelle un avocat. PASCALE, Chloé. Ma chérie, je crois qu'on a tous mal commencé. Ton frère te taquinait. Tu sais comment il est. Tu as surréagi. S'il te plaît, appelle-nous. Ton père est très contrarié. CDRIC, ne te donne pas la peine de rentrer à la maison. Tu as fait ton choix. Le plus intéressant était le SMS de Maxime. J'ai dû payer. Je connaissais sa situation financière. Il était agent immobilier dans un marché au ralenti, vivant bien au-dessus de ses moyens pour sauver les apparences. Il était impossible qu'il ait une limite de crédit de 5000 euros. Sauf si. Mon ordinateur portable sonna. Un email de Sophie. Sujet, tiens. Corps du message, bonjour. J'ai fait le rapport que tu as demandé. Ton frère Maxime est bien plus endetté que tu ne le pensais. Carte de crédit au maximum, un prêt personnel à taux d'intérêt élevé. Mais voici la partie intéressante. Il a récemment été approuvé pour une nouvelle carte, une carte professionnelle à haute limite. Il l'a obtenue en se déclarant copropriétaire et dirigeant de l'entreprise de tes parents. J'arrêtai ma tasse de café à mi-chemin de ma bouche. L'entreprise de mes parents. Il n'avait pas d'entreprise. Mon père était retraité d'un poste de cadre intermédiaire dans une papeterie. Ma mère n'avait pas travaillé depuis 30 ans. Je répondis, quelle entreprise? Sophie répondit presque instantanément. Entreprise CDSARL, créée il y a 6 mois. D'après ce que je peux voir, son seul actif est leur maison. Il a dû leur faire signer les papiers. Chloé, ils ont mis la maison familiale dans une SARL et il est listé comme gérant. Le sang quitta mon visage. C'était bien pire que ce que je pensais. Ce n'était pas seulement de la jalousie mesquine et des insultes. C'était de la fraude. Maxime n'avait pas seulement utilisé leur nom. Il avait mis en gage leur seul bien de valeur, la maison que j'avais aidé à entretenir, la maison dont j'avais payé le toit, pour financer son style de vie. Et il venait de dépenser 5000 euros sur cette carte professionnelle, probablement une avance de fonds ou un débit qui déclencherait un taux d'intérêt démentiel. Cela changeait tout. Il ne s'agissait plus d'un dîner gâché. Mes parents étaient en réel danger. Mon premier instinct, le vieil instinct conditionné, était de réparer, d'appeler mon père, de virer l'argent, de nettoyer le désordre de Maxime avant qu'ils ne perdent leur maison. Je mis ma tête entre mes mains. Légaré était sur le point de sauver la ferme à nouveau. Mais ensuite,
je repensais aux SMS de mon père. Tu n'es plus ma fille. Je repensais à la voix apaisante de ma mère. Tu sais comment il est. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient choisi le Golden Boy, celui qui, à ce moment précis, les menait droit au précipice financier. Mon piège astucieux au restaurant ne concernait pas seulement la note de 5 000 €. Je le réalisais maintenant. Le piège était la note elle-même. C'était un catalyseur. Il avait forcé Maxime à abattre ses cartes. Il avait utilisé une carte frauduleuse pour payer une dette que je n'étais jamais censé laisser derrière moi. Il avait creusé sa propre tombe. La question était, allais-je l'en sortir? Je rappelais Sophie. Il utilise leur maison comme garantie, dis-je, ma voix tremblant d'une nouvelle sorte de colère. Ce n'était plus de la peine. C'était une rage froide et vive. Il va les mettre à la rue. On dirait bien, dit Sophie d'un ton grave. Le contrat de la SARL lui donne probablement de larges pouvoirs. Il peut probablement contracter un prêt professionnel contre la valeur de la maison. Cette dépense de 5 000 € n'est que le début. Que puis-je faire? Légalement, tes parents sont les victimes. Ils devraient porter plainte contre lui pour fraude. Et nous savons toutes les deux qu'ils ne le feront pas, non, acquiesçai-je. Ils me blâmeront. Ils diront que je l'ai forcé à le faire en quittant le dîner. Exactement, dit Sophie. Alors, que veux-tu faire? Je regardais par la fenêtre de l'hôtel. La ville était animée. Des gens se déplaçaient avec détermination, vivant leur vie. Ma vie, celle que j'avais construite, celle que je refusais de sacrifier sur l'autel de leur dysfonctionnement. Je ne vais pas réparer ça, dis-je, les mots ayant un goût étrange et puissant. Je ne leur envoie pas un centime. Bien, dit Sophie. Mais tu peux te protéger. Et peut-être, juste peut-être, tu peux leur donner un moyen de se protéger s'ils se réveillent un jour. Comment? Nous rédigeons un document, dit Sophie, sa voix s'échauffant, l'avocate en elle sentant une stratégie. Nous compilons les preuves, la création de la SARL, la demande de carte professionnelle, un relevé de la transaction de l'écrin d'or. Nous mettons tout ça dans un dossier. Nous ne le renvoyons pas. Nous le gardons. C'est notre levier. Un levier pourquoi? Pour la prochaine fois qu'ils t'appelleront pour de l'argent, dit Sophie. Pour la prochaine fois que Maxime essaiera de t'entraîner dans ses problèmes, tu auras la preuve de ce dont il est capable. Ce n'est pas juste une dispute, Chloé. C'est un bouclier juridique. D'accord, dis-je, ma résolution se durcissant. Fais-le. Trouve-moi tout. J'avais un nouveau plan. Je ne partais pas seulement. Je construisais une forteresse. Le piège s'était refermé, et il avait attrapé un prédateur plus grand que prévu. Mais je n'allais pas être l'appât. Je fis ma valise, l'esprit clair. J'avais un dernier arrêt à faire avant d'aller à l'aéroport. J'allais voir Monsieur Lefebvre. J'avais besoin d'une copie de ce reçu. Le restaurant était calme quand j'arrivais juste avant le service du midi. L'odeur du pain frais et du produit à polir au citron flottait dans l'air. Monsieur Lefebvre était à l'accueil, examinant un plan de salle. Il leva les yeux à mon approche, son expression parfaitement neutre, mais ses yeux contenaient une lueur de quelque chose. De la reconnaissance, de la pitié. Mademoiselle Dubois, dit-il en inclinant la tête. Je ne m'attendais pas à vous voir. Monsieur Lefebvre, dis-je, offrant un petit sourire professionnel. Je m'excuse pour la scène que ma famille a causée hier soir. Mon intention n'était pas de vous mettre dans une position aussi délicate. Il haussa très légèrement les épaules, un geste très français. En 30 ans, Mademoiselle Dubois, j'ai vu des familles imploser pour bien moins qu'un menu exceptionnel. Ce n'est pas rare. J'imagine, dis-je. Je suis ici parce que j'ai besoin d'une faveur. Il me faudrait une copie du reçu final détaillé du dîner d'hier soir, spécifiquement celui montrant le mode de paiement. Monsieur Lefebvre haussa un sourcil. C'est une demande délicate. La transaction n'était pas avec vous. La transaction était frauduleuse, dis-je en baissant la voix. La carte utilisée pour payer cette note était une carte d'entreprise pour une SARL. J'ai des raisons de croire que l'homme qui l'a utilisée, mon frère, n'est pas un signataire autorisé et qu'il mélange en fait des dépenses personnelles. La dépense pour un dîner personnel de 5 000 € sur une carte d'entreprise est la première preuve. J'en ai besoin. Le masque professionnel de Monsieur Lefebvre se fissura.
Il avait l'air sincèrement préoccupé. Fraude? Je le crains. Et cela implique mes parents, qui sont les vrais propriétaires de l'entreprise qu'il exploite. J'essaie de monter un dossier pour les protéger. Je pouvais voir que cela résonnait en lui. C'était un homme d'ordre, de règles. L'idée de fraude, que quelqu'un salisse la réputation de son établissement avec un mauvais paiement, l'offensait clairement. Je vois, dit-il lentement. Il tapa quelque chose sur son terminal informatique. La petite imprimante à reçu à côté de lui bourdonna. Il prit le papier de la machine, l'étudia un instant, puis le plia soigneusement. Il prit une petite enveloppe, y glissa le reçu et me le tendit. Ceci est une copie client, dit-il formellement. Je ne peux pas vous donner la copie commerçant, qui a la signature complète, mais nos caméras de sécurité dans le salon rouge sont activées par le mouvement. Elles auraient clairement enregistré Monsieur Maxime Dubois signant l'addition. Si votre avocate ou les autorités demandent les enregistrements, nous serions obligés de coopérer. Je pris l'enveloppe. C'était plus que ce que j'aurais pu espérer. Monsieur Lefebvre, vous m'avez été incroyablement utile. Merci. Je ne fais que protéger l'intégrité de la transaction, mademoiselle Dubois, dit-il. Bonne chance. Je sortis du restaurant dans le soleil éclatant, l'enveloppe dans ma main ressemblant à une arme. Je me dirigeais directement vers l'aéroport, ignorant la nouvelle série de SMS qui avait commencé. Mon vol était dans 2 heures. Assise à la porte d'embarquement, je me permis enfin d'ouvrir le fil de messages de ma mère. PASCALE, Chloé, je t'en supplie. Ton père est hors de lui. Tu dois arranger ça. Maxime est. Il est très stressé. Il a utilisé sa carte professionnelle et il a dit que s'il ne peut pas la rembourser, il perdra son emploi. PASCALE, il nous a dit que tu lui avais promis que tu paierais pour le dîner et que tu l'as délibérément piégé. PASCALE, Chloé, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Tu nous déchires. Tu nous déchires. Pas Maxime avec ses mensonges et son vol. Pas mon père avec son silence cruel. Pas elle avec ses décennies de complaisance. Moi, l'égarée, celle qui a finalement, enfin, dit non. La manipulation était si transparente qu'elle en était presque pathétique. Je ressentis une vague de pitié, non pas pour eux, mais pour la personne que j'étais. La femme qui aurait reçu ce SMS et aurait immédiatement fondu en larmes, réservé un vol de retour et signé un chèque. Je tapais une seule réponse. Mes doigts étaient stables. Maxime a menti. La carte qu'il a utilisée provenait d'une SARL, entreprise cédée, qu'il a créée en utilisant votre maison comme seul actif. Il utilise votre maison comme sa banque personnelle. Le dîner à 5 000 € n'était que le dernier retrait. Je vous suggère, à papa et à toi, d'engager un expert comptable judiciaire et un bon avocat, car Maxime commet une fraude passible de poursuite pénale et il va vous mettre à la rue. Ne me contactez plus. J'appuyai sur envoyer. Puis je fis quelque chose que j'aurais dû faire il y a 10 ans. J'ouvris son contact. Je bloquai son numéro. Je bloquai le numéro de mon père. Je bloquai le numéro de Maxime. Un silence profond et total s'installa sur mon téléphone. C'était fait. Mon vol fut appelé pour l'embarquement. Je me levai, tirant ma valise derrière moi, et ne regardai pas en arrière. Je leur avais laissé l'addition, mais plus que ça, je leur avais laissé la vérité. Ce qu'ils en feraient n'était, pour la première fois de ma vie, plus mon problème. Le vol de retour fut les 5 heures les plus paisibles que j'avais eues depuis longtemps. J'éteignis mon téléphone, mis des écouteurs à réduction de bruit et regardai une comédie romantique vraiment nulle. Je dormis. Quand j'atterris, je me sentis reposé. Ce sentiment dura jusqu'à ce que je déverrouille ma porte d'entrée. Il y avait un homme assis sur le banc dans le couloir devant mon appartement. Mon sang se glaça. C'était Maxime. Chloé, dit-il en se levant. Il avait une mine affreuse. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Son costume cher était froissé et ses yeux étaient larges et désespérés. Chloé, Dieu merci, tu dois m'aider. Comment es-tu entré dans mon immeuble, Maxime, demandai-je, ma voix plate. Je gardai la main sur la poignée de porte, ma valise formant une barrière entre nous. Le concierge m'a reconnu de Noël. Il m'a laissé monter. Écoute, je n'ai pas le temps. Tu dois les appeler. Tu dois appeler maman et papa. Je n'ai rien à leur dire. Je n'ai rien à te dire.
Éloigne-toi de ma porte. Non, tu ne comprends pas, siffla-t-il en faisant un pas en avant. Je reculai instinctivement. Ton SMS? Ce SMS? Ils t'ont écouté. Ils sont allés à la banque. Ils ont gelé le compte de la SARL. Il parle à un avocat, Chloé. Un avocat. Ils pensent que je leur ai volé de l'argent. Je le dévisageais. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'ils nient, qu'ils s'entêtent, qu'ils me blâment. J'avais sous-estimé le pouvoir du mot sans-abri. Tu leur as volé de l'argent, Maxime, dis-je. Ça s'appelle de la fraude. Mettre en gage leur seul bien pour ton usage personnel. C'était juste pour me lancer, insista-t-il, sa voix se brisant. Le marché immobilier est difficile. J'allais tout rembourser. Et ce dîner, c'était de ta faute. Tu m'as piégé. Tu savais que je devrais payer. Je ne savais rien de tel. Je savais que je ne payais plus. Les conséquences de ta propre arrogance te reviennent. Maintenant, pars. Je ne peux pas, cria-t-il, et il s'effondra littéralement contre le mur. Chloé, s'il te plaît, la banque, ils ont réclamé le prêt. À cause de l'activité frauduleuse, la dépense de 5 000 €. Ils veulent la totalité du montant ou ils lancent une procédure de saisie sur la maison. La maison de maman et papa. Mon estomac se noie. Les choses allaient plus vite que je ne l'avais imaginé. C'était le résultat catastrophique que j'avais voulu éviter. Celui que, dans une petite partie sombre de mon cœur, je savais inévitable. J'ai besoin de 50 000 €, Chloé, murmura-t-il, glissant le long du mur pour s'asseoir par terre, la tête entre les mains. C'est ce que la banque demande pour arrêter la procédure. Juste 50 000 €. Tu as ça? Je sais que tu les as. Je te rembourserai. Je te le jure, chaque centime. Je le regardais. Cet homme brisé, pathétique, qui 24 heures plus tôt se tenait dans une salle à 5 000 € et m'avait traité d'égaré. Il m'avait humilié pour son propre amusement, certain que j'absorberais le coup, comme toujours. L'ancienne Chloé aurait cédé. L'ancienne Chloé aurait vu la maison de ses parents en jeu et aurait signé le chèque juste pour faire disparaître le problème. Mais l'ancienne Chloé avait disparu. Non, dis-je. Il releva brusquement la tête. Quoi? Chloé? C'est la maison de maman et papa. Tu les laisserais devenir sans abri juste pour te venger de moi. Ce n'est pas une vengeance, Maxime. C'est la conséquence de tes actes. Tu as contracté les prêts. Tu as commis la fraude. Tu as dépensé l'argent. Et maintenant, c'est à toi de réparer ça. Mais je ne peux pas. Je ne l'ai pas. Tu es la seule qui puisse. Non, dis-je à nouveau, et cette fois ma voix était d'acier. Je ne suis plus ton filet de sécurité. Je ne suis plus le distributeur automatique de la famille. Tu as fait ça. Tu le déferas ou tu iras en prison. Ce sont tes options. Tu me laisserais aller en prison, balbutia-t-il, le visage pâle de choc. Je paierai le billet, dis-je. J'ouvris la porte de mon appartement. Sors de mon immeuble, Maxime, dis-je, ma voix basse et dangereuse. Si jamais tu te présentes à nouveau chez moi ou à mon bureau, je demanderai une ordonnance restrictive, et je donnerai à la police toutes les preuves que Sophie et moi avons rassemblées sur Entreprise CD. Le reçu de l'écrin d'or n'est que le début. Nous avons les statuts de la SARL. Nous avons les demandes de prêt que tu as signées. Nous avons les enregistrements de sécurité de toi signant l'addition. Tout est dans un dossier. Alors je t'en prie, teste-moi, et ce sera moi qui te mettrai en prison. C'est clair? Son visage, qui avait été suppliant, se tordit en ce masque familier ailé de sa rage. Toi, garce, cracha-t-il. Tu m'as toujours détesté. Tu as toujours été jalouse. Au revoir, Maxime. J'entrai dans mon appartement et fermai la porte. Je la verrouillai à double tour. Je m'appuyai contre le bois massif, mon cœur battant la chamade. J'entendis un cri de rage étouffé dans le couloir, puis le bruit d'un poing frappant le mur. Enfin, le son de l'ascenseur qui sonnait en étant appelé. Je glissai jusqu'au sol, les jambes tremblantes. La forteresse avait tenu. J'étais en sécurité, mais la guerre que je craignais ne faisait que commencer. 2 semaines passèrent en silence. J'allais travailler.
Je rencontrais des clients. Je dînais avec Sophie qui me confirma qu'elle avait un dossier sur Maxime qui pourrait l'envoyer en prison pour 5 à 7 ans. Je vivais dans la bulle calme et stérile que j'avais créée. Puis vint l'email. Il provenait d'une nouvelle adresse générique, mais l'expéditeur était évident. Pascal Dubois. Sujet, s'il te plaît. Corps du message, Chloé, je sais que tu nous as bloqués. J'écris depuis la bibliothèque. Ton père et moi, nous sommes désespérés. Maxime est parti. Il a disparu. La banque saisit la maison. Elle est mise aux enchères dans 3 jours. Nous n'avons nulle part où aller. S'il te plaît, je t'en supplie. En tant que ta mère, ne laisse pas cela arriver. Ne laisse pas ton père et moi être mis à la rue à cause d'une stupide erreur. Nous sommes désolés. Nous sommes tellement désolés pour tout. S'il te plaît, appelle-moi. Nous sommes au Marriott près de l'autoroute. Ils étaient dans un hôtel. Ils l'avaient vraiment fait. Ils s'étaient enfuis. Ils les avaient laissés affronter les conséquences de ces crimes. La colère que je ressentis était si profonde. C'était à couper le souffle. J'étais en colère contre Maxime pour sa lâcheté, mais j'étais furieuse contre mes parents. Furieuse qu'il ait fallu cette ruine financière totale et complète pour qu'ils disent enfin les mots « Nous sommes désolés ». Une partie de moi voulait supprimer l'email, les laisser tomber. « Tu n'es plus ma fille », avait dit mon père. Mais je ne pouvais pas. Pas alors que j'avais le pouvoir d'arrêter ça. Mais je ne serais pas leur sauveuse. Pas cette fois. J'appelais Sophie. Ils mettent la maison aux enchères. Peuvent-ils faire ça? Si le prêt était garanti par la maison et est en défaut, absolument, dit-elle. La SARL est le propriétaire. La banque saisit le principal actif de la SARL. Je veux l'acheter, dis-je. Sophie resta silencieuse. Chloé, achetez la maison. C'est la maison de mon enfance. Autant je déteste ce qu'elle représente, autant je ne peux pas la laisser à un étranger pour rien. Et j'ai une idée. Je t'écoute, dit-elle. Je ne la leur donne pas. Je vais en être propriétaire. Et je vais leur faire signer un contrat de location, 1 euro par an, quelque chose qui rendra juridiquement irréfutable que je suis la propriétaire et qu'ils sont locataires. Et je vais ajouter une clause de comportement. Sophie se mit à rire. Une clause de comportement. Oh, tu es ma cliente préférée. Qu'est-ce qu'elle va dire? Que je ne serai pas tenu responsable des dettes de Maxime. Qu'ils ne doivent pas lui donner d'argent ni l'héberger. S'ils violent le bail, ils sont dehors. C'est le seul moyen. Je protège mon bien et je les protège d'eux-mêmes et de lui. C'est brutal, dit Sophie. Et c'est brillant. Je prépare les papiers. La vente aux enchères est publique. Nous pouvons t'inscrire comme enchérisseur anonyme. Tu l'obtiendras probablement pour la valeur du prêt, puisque c'est une saisie. 3 jours plus tard, j'étais la propriétaire légale et anonyme de la maison de mes parents, achetée pour le montant exact du prêt frauduleux de Maxime. Je transférais l'acte de propriété et le contrat de location que Sophie avait rédigé à l'adresse email de ma mère. Puis je conduisis jusqu'au Marriott près de l'autoroute. Je l'ai trouvé dans le triste hall beige, assis sur un canapé usé, l'air perdu et petit. Mon père, Cédric, qui m'avait toujours semblé si grand et imposant, avait l'air gris et fragile. Ma mère avait juste l'air fatiguée. Ils se levèrent quand ils me virent. Ma mère se mit à pleurer, se précipitant pour me serrer dans ses bras. Je levai une main. Pas encore. Elle s'arrêta, confuse. Je ne suis pas ici pour vous absoudre, dis-je, ma voix résonnant légèrement dans le hall vide. Je suis ici pour faire une proposition commerciale. Avez-vous reçu mon email? Pascal hocha la tête en essuyant ses yeux. Tu as acheté la maison. J'ai acheté la maison, confirmai-je. C'est maintenant ma propriété. J'ai arrêté la vente aux enchères. La banque est payée. La dette a disparu. Mon père s'avança, son visage se contractant. Chloé, je ne sais pas quoi dire. Nous t'avons traité. Vous m'avez traité horriblement, dis-je en le coupant. Vous m'avez traité comme une égarée. Vous êtes resté assis en silence pendant que votre fils, le fils que vous avez favorisé et protégé, m'humiliait après que j'ai offert un acte de profonde générosité. Et puis, quand les conséquences de ces actes sont arrivées, vous m'avez blâmé.
Vous m'avez renié. Mon père tressaillit, baissant les yeux. J'étais en colère. Je ne le pensais pas, vous l'avez toujours pensé, dis-je, la vérité nette et propre. Toute ma vie, vous l'avez pensé. Mais c'est fini. Je posai un dossier sur la table basse. C'est un contrat de location. Je vous louerai ma maison pour 1 euro par an. Vous pourrez y vivre pour le reste de votre vie, mais vous signerez ceci. Cédric le prit, ses mains tremblant alors qu'il cherchait ses lunettes de lecture. Il le lut. Pascal le lut par-dessus son épaule. Une clause de comportement, murmura Pascal. Elle stipule, dis-je, d'une voix purement professionnelle, que vous n'aurez aucun contact avec Maxime concernant les questions financières. Vous ne lui donnerez pas d'argent. Vous ne cautionnerez aucun prêt. Vous ne lui permettrez pas de vivre dans ma maison. S'il se présente, vous appellerez la police. Si vous violez cette clause, le bail est résilié, je vous expulserai et je vendrai la maison. Tu nous expulserais, murmura mon père, horrifié. Sans hésiter, dis-je. Ce n'est pas une négociation. C'est l'arrangement. Je ne suis pas votre fille. Souvenez-vous, je suis votre propriétaire. Vous serez locataire dans la maison que votre fils vous a volée, et vous y vivrez selon mes règles. Les règles sont simples. Vous allez enfin, pour la première fois de votre vie, cesser de le favoriser. Vous vous protégerez. Ce faisant, vous protégerez mon bien. Pascal pleurait à chaudes larmes maintenant. Chloé, s'il te plaît. C'est notre fils. Et je suis votre fille. Les mots sortirent de moi plus forts que je ne l'avais prévu. J'étais aussi votre fille et vous l'avez choisi lui, encore et encore. Maintenant, je fais un choix différent. Vous pouvez avoir un foyer ou vous pouvez avoir Maxime. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Mon père s'assit lourdement. Il regarda le bail. Il regarda ma mère. Il me regarda, ses yeux enfin clairs. Le brouillard de sa fierté et de son favoritisme avait été brûlé par la pure terreur. Il prit le stylo du bureau de l'hôtel. Où est-ce que je signe? 1 an a passé. Mes parents ont signé le bail. J'ai payé pour faire changer les serrures de la maison et j'ai installé un système de sécurité que je surveille. Ils ont réemménagé. Notre relation est calme. Nous n'avons pas de fête de famille. Nous n'avons pas de longs appels téléphoniques bavards. Je reçois un SMS de ma mère 1 fois par semaine. Tout est calme ici. J'espère que tu vas bien. Je réponds, je vais bien. Prenez soin de vous. C'est stérile. C'est professionnel, mais c'est honnête. Pour la première fois, notre relation est construite sur une fondation de vérité, pas sur les sables mouvants toxiques de l'attente et du ressentiment. Ils sont, à toutes fins utiles, mes locataires, et ils ont été de très bons locataires. La clause de comportement a été testée 1 fois, il y a 6 mois. Maxime, qui, d'après ce que j'avais entendu, vivait dans sa voiture, s'est présenté à leur porte. Je l'ai vu sur le flux de la caméra de sécurité. Il frappait à la porte, criant, exigeant qu'ils le laissent entrer. J'ai regardé, le cœur dans la gorge, mon père ouvrir la porte. Il se tenait sur le seuil, le bloquant. Je ne pouvais pas entendre l'audio, mais je l'ai vu secouer la tête. Je l'ai vu pointer la rue. J'ai vu Maxime le pousser, et j'ai vu mon père le repousser. Et puis j'ai vu ma mère, Pascal, debout derrière lui, tenant le téléphone à son oreille. 2 minutes plus tard, une voiture de police a remonté la rue. Maxime l'a vu, leur a crié une dernière chose et a couru vers sa voiture. Il était parti avant qu'il n'arrive à la maison. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Nous l'avons fait. Nous allons bien. Il est parti. J'ai répondu. J'ai vu. Je suis fier de vous. C'était la première fois que je leur disais ça. Quant à Maxime, sa vie a continué sa spirale descendante. Après l'incident avec la police, il a été arrêté quelques départements plus loin pour avoir tenté une escroquerie à la carte de crédit. Sans famille pour payer sa caution, sans avocat prestigieux de papa, il a accepté une procédure de plaidé coupable. Il purge 18 mois dans un établissement pénitentiaire. Je me demande parfois si, au final, ce n'est pas le logement le plus stable qu'il ait eu depuis des années. Je suis allé à l'Écrin d'Or la semaine dernière, pas pour un dîner de famille. J'ai emmené mon équipe,
les gens qui travaillent vraiment pour moi et me respectent, pour célébrer un trimestre réussi. Monsieur Lefebvre m'a repéré alors que je partais. Il s'est approché, un petit sourire sincère sur le visage. Mademoiselle Dubois, dit-il en me serrant la main. Un plaisir de vous revoir. Une soirée beaucoup plus calme, je suppose. Beaucoup plus calme, monsieur Lefebvre, dis-je en souriant en retour. Et permettez-moi de dire que l'addition valait chaque centime. En quittant le restaurant, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder par-dessus mon épaule. Je n'ai pas vérifié mon téléphone pour des SMS de colère. L'air était froid, mais j'avais mon propre manteau, et je savais exactement où j'allais. Je rentrais chez moi, dans une vie que j'avais construite, une vie que j'avais payée, et une vie qui était enfin, entièrement la mienne. Le bilan était clair. Les dettes étaient payées, et je n'étais plus une égarée.